À 2h47, un coup de feu brise le silence de Ouagadougou. Dans sa chambre, Ibrahim Traoré apprend que des assaillants ont pénétré par la porte nord, et il comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple rébellion, mais d'une trahison interne. Le scénario des conspirateurs paraît chirurgical. Tuer vite, installer un pouvoir de façade, puis priver le pays de ses leviers avant l'aube, sauf qu'à 3h15, des civils non armés s'approchent du palais et deviennent un bouclier vivant. Que devient un coup d'État quand Ibrahim Traoré voit en direct que la cohésion populaire peut bouleverser la nuit? Ce récit promet plus qu'une reconstitution nocturne. Il propose de comprendre pourquoi une décision prise sous pression peut déplacer l'axe du pouvoir, modifier les calculs militaires et produire des effets durables sur les institutions, l'économie et la société. L'enjeu est immédiat. Saisir comment une mobilisation spontanée, née sans chef désigné, a comblé un vide tactique sans se substituer à l'État. Le bénéfice pour le lecteur est clair, lire les signaux faibles qui transforment une crise en tournant politique. Mais les enjeux dépassent l'instant. Une attaque déjouée ne garantit pas la stabilité et un sursaut populaire ne remplace pas des structures solides. Entre la tentation de célébrer un héros et la nécessité d'évaluer un système, la ligne est fine. Ce qui compte, ce sont les mécanismes, vitesse de réaction, circulation de l'information, confiance entre civils et forces loyales, et capacité à convertir l'émotion en règles durables. À ce stade, une question s'impose. Si la nuit a été gagnée, que faut-il pour gagner le lendemain? Mini-révélation d'abord. En moins de 30 minutes, plus de 2000 appels convergent Barkhakan vers la capitale, créant un réseau d'alerte improvisé qui surprend totalement les assaillants. Ce chiffre, modeste en apparence, marque pourtant un basculement. La peur attendue se transforme en coordination spontanée et l'initiative change de camp. Pour comprendre ce qui se joue, il faut resserrer le contexte. Cette nuit-là, Ibrahim Traoré ne fait pas face à une attaque isolée, mais à une opération préparée de l'intérieur. Des officiers corrompus guidant les insurgés, certains cadres loyaux ont été déplacés hors de la ville par de faux ordres, et le plan repose sur une idée simple. Frapper vite, décapiter le pouvoir, puis contrôler les ressources avant le lever du jour. Sur le papier, la logique est classique et efficace. Ce qui n'a pas été anticipé, c'est la réaction hors manuel. À partir de 3h15, des civils apparaissent autour du palais. Agriculteurs, étudiants, commerçants, sans armes et sans hiérarchie. Ils ne reçoivent pas d'ordre. Ils répondent à un signal diffus, protéger ce qu'ils considèrent comme leur maison. Lorsque les portes s'ouvrent, la distinction nette entre zone militaire et espace civil se brouille, créant une confusion tactique pour les mercenaires, incapables d'identifier des cibles claires. Dans le centre de commandement, Ibrahim Traoré observe les écrans et mesure l'ampleur du phénomène. La mobilisation ne remplace pas l'armée, elle gagne du temps. Ce délai permet aux unités loyales, stationnées à plus de 60 km, de recevoir des ordres chiffrés et de se mettre en mouvement. Le contexte change alors. Ce qui était un siège devient une reconquête en préparation. Cette mini-révélation pose le cadre analytique. La nuit n'est pas seulement un affrontement armé, c'est une interaction entre décisions politiques, réactions populaires et contraintes logistiques. Reste à voir comment ce choc initial produit des effets concrets, presque immédiats, sur le terrain. Le fil conducteur de cette séquence n'est pas seulement un président assiégé, mais une série de visages ordinaires qui deviennent en quelques minutes des acteurs décisifs. Dans la cour du palais, un étudiant bloque un couloir les bras croisés, un mécanicien improvise une barrière avec des outils, une femme âgée s'interpose et lance une phrase simple « Le pays n'est pas à vendre ». Ces gestes n'ont rien de coordonné, mais ils produisent un effet immédiat. Ralentir, désorienter, forcer l'hésitation. Pour Ibrahim Traoré, ces scènes servent de repères. Elles confirment une intuition plus ancienne. La sécurité ne repose pas uniquement sur des protocoles, mais sur un lien de confiance. Lorsque les mercenaires tirent en l'air, puis au sol, la foule ne recule pas. Ce moment, bref et tendu, signale que la stratégie fondée sur la terreur ne fonctionne plus comme prévu. La ligne de front cesse d'être strictement militaire. Un micro-cas illustre cet impact précoce. À l'intérieur du centre de commandement, un jeune soldat loyal observe les écrans de surveillance. Il voit des civils entrer dans l'enceinte sans chaos majeur.
se placer instinctivement hors des zones sensibles et laisser des axes dégagés pour les forces régulières. Cette discipline non écrite évite l'effondrement du dispositif et maintient la chaîne de commandement opérationnelle. L'effet est mesurable en temps gagné. Chaque minute arrachée aux assaillants réduit leur avantage initial et augmente la probabilité d'une contre-manœuvre réussie. Ce n'est pas encore la victoire, mais un déplacement clair de l'équilibre. La question centrale se précise alors. Comment un acte de confiance risqué en apparence peut-il produire un ordre provisoire là où l'attaque visait le chaos? L'activation commence avant l'aube, quand l'attaque cesse d'être abstraite pour devenir imminente. Les insurgés pénètrent par le nord, progressent moins vite et comptent sur la surprise. À l'intérieur, la réponse est d'abord minimale. Vérifier les loyautés, sécuriser les communications, éviter toute fuite désordonnée. Ibrahim Traoré refuse l'option la plus simple, celle de l'exfiltration, car elle créerait un vide symbolique et tactique. À ce stade, chaque décision vise un objectif précis, tenir assez longtemps pour inverser le tempo. Le pic survient avec l'ouverture des portes. Ce geste transforme la configuration du terrain en quelques secondes. Les assaillants perdent la clarté des cibles, leur avantage initial se dilue et la confusion remplace la précision. Dans la cour, la résistance devient chaotique mais dense. Des civils occupent les couloirs, bloquent les accès secondaires, forcent des détours. Les tirs de sommation échouent à disperser la foule. La stratégie fondée sur la peur ne produit pas l'effet attendu. Et l'initiative bascule progressivement. À l'intérieur, les communications s'intensifient. Selon les relevés ultérieurs, des milliers d'appels sont passés en moins de 30 minutes, reliant familles, voisins et unités éloignées. Cette saturation crée un réseau d'alerte improvisé qui supplée les canaux officiels momentanément fragilisés. Les ordres chiffrés partent vers les bases loyales, situées à plus de 60 km. Le temps gagné par la mobilisation civile devient un facteur décisif. Les répliques commence lorsque les premières unités fidèles atteignent la périphérie de la ville. Leur arrivée modifie immédiatement le rapport de force. Ce n'est plus un site assiégé, mais une reconquête en cours. À l'est, un groupe loyal reprend un quartier stratégique et interpelle un officier clé impliqué dans le complot, surpris en train de détruire des documents. L'opération se déroule sans échange de tirs, signe que l'avantage psychologique a changé de camp. À mesure que l'aube approche, l'effet cumulatif se précise. Les insurgés, privés de leurs fenêtres temporelles, reculent ou se dispersent. Le plan initial, pensé comme une opération chirurgicale et silencieuse, se heurte à une résistance imprévisible et humaine. La vitesse, censée être leur atout majeur, devient leur faiblesse. Chaque minute perdue accroît le risque d'identification et d'arrestation. Les dernières répliques sont administratives et politiques. Dès les heures suivantes, les arrestations ciblées révèlent l'ampleur de la trahison interne. Les faux ordres, les déplacements suspects et les complicités financières apparaissent au grand jour. La nuit n'a pas seulement été sauvée sur le plan sécuritaire. Elle a ouvert un chantier plus vaste, celui de la clarification des loyautés et de la reconstruction de la chaîne de commandement. La séquence est close, mais ces ondes de choc commencent à peine à se propager. Le premier repère chiffré concerne le temps. Entre 3h15 et 3h45, la situation bascule, soit 30 minutes durant lesquelles l'attaque perd son avantage initial. Cela signifie que 30 minutes gagnées suffisent à inverser un tempo militaire défavorable. Cette fenêtre, créée par la présence civile et la confusion induite, transforme une défense improvisée en pont vers une contre-manœuvre structurée. Le deuxième indicateur porte sur les communications. Les relevés internes font état de plus de 2000 appels passés vers la capitale en moins d'une demi-heure. Cela signifie que la saturation informationnelle remplace l'isolement prévu par les assaillants. Ce volume n'est pas seulement un chiffre impressionnant, il révèle une capacité d'auto-organisation distribuée sans centre unique qui empêche la coupure nette des flux d'ordre et d'alerte. Le troisième élément mesurable est la distance opérationnelle. Les unités loyales stationnées à plus de 60 km reçoivent des ordres chiffrés et se mettent en mouvement en un temps record. Cela signifie que la profondeur géographique cesse d'être un handicap quand la chaîne décisionnelle tient. La distance, conçue par les conspirateurs comme une protection, devient neutre dès lors que la transmission et l'exécution restent cohérentes.
Pris ensemble, ces chiffres dessinent un avant et un après. Au départ, une attaque fondée sur la surprise, la vitesse et la paralysie par la peur. Puis, un système qui gagne du temps, multiplie les signaux et maintient l'intégrité du commandement. Ibrahim Traoré n'a pas misé sur les chiffres, mais cette nuit-là, il raconte dans une histoire précise, l'échec d'un modèle d'intervention rapide face à une cohésion sociale active. Ces données répondent aussi aux critiques formulées a posteriori. Certains observateurs parlent d'un risque inconsidéré, soulignant qu'ouvrir un site sensible à des civils crée une faille majeure. D'autres y voient la preuve d'institutions faibles, incapables d'assurer seules la protection du pouvoir. Les chiffres nuancent ces lectures. Aucun bâtiment institutionnel clé n'est perdu, aucune zone sensible n'est compromise et la chaîne de commandement demeure fonctionnelle jusqu'à l'arrivée des renforts. Cette évolution montre que la mobilisation civile n'a pas remplacé l'armée. Elle a comblé un vide tactique temporaire. Ce point est essentiel. La réaction populaire agit comme un amortisseur, pas comme un substitut. Elle absorbe le choc initial, ralentit l'attaque, puis s'efface progressivement à mesure que les forces régulières reprennent la main. La séquence reste donc compatible avec une logique étatique, à condition que la coordination soit maintenue. Enfin, ces preuves quantitatives éclairent une dimension souvent ignorée, la psychologie des assaillants. La perte de leur fenêtre temporelle augmente le coût perçu de chaque action. Plus le temps passe, plus l'arrestation devient probable, plus la loyauté interne se fissure. À partir d'un certain seuil, continuer l'opération devient irrationnel. C'est à ce moment précis que l'équilibre se renverse durablement. La question suivante s'impose alors. Si les chiffres valident l'efficacité ponctuelle de cette séquence, que valent-ils face aux arguments opposés qui contestent sa portée stratégique ? L'argument critique le plus solide tient en 2 points. D'abord, laisser des civils pénétrer dans un site présidentiel en pleine attaque serait une faute de sécurité majeure. Selon cette lecture, la confusion créée aurait pu faciliter une infiltration ciblée, une prise d'otage ou un assassinat déguisé dans la foule. La discipline observée relèverait alors davantage de la chance que d'une stratégie et l'issue favorable masquerait un précédent dangereux. Le second argument est institutionnel. Si des citoyens doivent physiquement protéger leur chef de l'État, c'est que l'appareil sécuritaire a failli. La mobilisation populaire serait moins la preuve d'une force collective que le symptôme d'un État fragile, dépendant du charisme d'un homme et incapable d'assurer seul la continuité du pouvoir. Dans cette perspective, la nuit serait une victoire par défaut, émotionnelle, mais structurellement inquiétante. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux, car elles pointent des risques réels. Pourtant, les données disponibles permettent de les nuancer. Premièrement, les enquêtes postérieures montrent que les unités loyales n'étaient pas absentes par négligence, mais délibérément éloignées par des ordres frauduleux. La faille initiale est donc une manipulation interne, pas une incapacité structurelle généralisée. La réaction civile comble un vide créé artificiellement. Deuxièmement, la présence populaire ne s'est pas traduite par une perte de contrôle. Aucun bâtiment institutionnel majeur n'est occupé, aucune zone sensible compromise. Les civils agissent comme un écran humain temporaire, tandis que la chaîne de commandement militaire reste active. Autrement dit, la mobilisation ne se substitue pas à l'État, elle préserve ses conditions de fonctionnement jusqu'au retour des forces régulières. Enfin, l'argument du charisme personnel s'affaiblit à l'examen. La coordination ne repose pas uniquement sur une figure centrale, mais sur des mécanismes distribués. Appels multiples, initiatives locales, discipline spontanée. Ibrahim Traoré déclenche une décision clé, mais l'exécution dépasse largement sa personne. C'est précisément ce qui rend la séquence difficile à réduire à un simple culte du leader. Le Stillman tient donc jusqu'à un point. Oui, le risque est réel, mais non, les faits ne confirment ni l'effondrement institutionnel, ni l'anarchie sécuritaire. Reste alors une interrogation plus large. Cette efficacité circonstancielle peut-elle être reproduite sans la pression extrême d'une nuit comme celle-ci ? Cette phrase résume le basculement. À partir de ce moment, l'événement cesse d'être lu comme une défense improvisée pour devenir une contre-dynamique politique. La nuit révèle que la clé n'est pas seulement la loyauté militaire, mais la capacité à activer une cohésion sociale informée.
Ibrahim Traoré comprend alors que l'ouverture des portes n'a pas seulement ralenti l'attaque, elle a déplacé le centre de gravité du pouvoir, du périmètre sécurisé vers la relation entre l'État et sa population. La révélation tient dans un détail souvent négligé. La mobilisation ne surgit pas du vide. Elle s'appuie sur des réseaux préexistants, des habitudes de communication, une mémoire collective des crises passées. Lorsque les appels se multiplient, ils ne créent pas l'engagement, ils l'actualisent. Ce mécanisme explique la rapidité du phénomène et sa relative discipline, malgré l'absence de hiérarchie formelle. À mi-parcours, le récit change donc de nature. Il ne s'agit plus seulement de savoir comment une attaque échoue, mais pourquoi un système tient quand ses points faibles sont exposés. La décision d'Ibrahim Traoré agit comme un déclencheur, mais la réponse dépasse l'individu. Elle révèle un capital social latent capable de se convertir en action collective sous contrainte extrême. Cette révélation médiane reconfigure la suite. Les conséquences ne se mesureront pas seulement en arrestation ou en sécurisation du palais, mais en effet durables sur la confiance, la légitimité et les attentes populaires. La question n'est plus comment la nuit a été gagnée, mais ce que cette nuit oblige désormais à construire. Pour l'État, l'effet immédiat est double. D'un côté, la continuité du commandement est préservée. Aucun ministère clé ni centre décisionnel n'est perdu, et les arrestations rapides des officiers impliqués réaffirment l'autorité centrale. De l'autre, la nuit met à nu l'ampleur des manipulations internes, forçant une réponse institutionnelle. Une cellule de contre-espionnage est créée dès le lendemain et les procédures d'affectation sont réexaminées pour réduire les angles morts révélés par le complot. Pour les entreprises, le choc est plus ambigu. Plusieurs acteurs économiques locaux sont inquiétés pour leur rôle logistique ou financier, tandis que des sociétés étrangères, notamment dans le secteur minier, voient leurs contrats suspendus en attendant des audits. Le marché réagit brutalement, avec une chute marquée de l'indice boursier sous-régional et un gel temporaire des nouveaux investissements. À court terme, l'incertitude domine. À moyen terme, la clarification des règles devient un enjeu de crédibilité. Du côté des citoyens, la conséquence la plus visible est symbolique mais profonde. Ceux qui ont formé un bouclier humain se perçoivent désormais comme des acteurs politiques à part entière. Dans les jours suivants, des milliers de collectifs locaux émergent, organisant forums publics et demandent d'audits budgétaires. Cette effervescence nourrit l'espoir, mais crée aussi des attentes élevées. Le risque est clair, si la participation n'est pas canalisée, l'élan peut se transformer en frustration. À l'échelle de la région, l'événement dépasse les frontières. Au Niger et au Mali, des mouvements populaires se réfèrent explicitement à la nuit de Ouagadougou. Le nom d'Ibrahim Traoré circule alors comme un symbole d'antithèse face au coup d'État classique. Certains diplomates évoquent un effet domino inversé. Non pas la contagion de l'instabilité, mais celle de la résistance populaire. Cette lecture renforce la visibilité internationale du Burkina Faso, tout en attirant une attention accrue et parfois intrusive. Pris ensemble, ces effets dessinent un paysage contrasté. La nuit produit une légitimité renforcée, mais elle alourdit aussi la responsabilité du pouvoir. Plus la mobilisation est célébrée, plus la demande de résultats concrets augmente. Ibrahim Traoré se trouve ainsi au centre d'un paradoxe. Porté par la cohésion populaire, il doit désormais prouver que cette énergie peut être traduite en règles, en transparence et en stabilité durable. Ces conséquences concrètes referment une boucle ouverte plus tôt. La cohésion a gagné la nuit, mais elle pose un défi de jour. La suite dépendra moins de l'émotion que de la capacité à transformer un sursaut collectif en trajectoire politique crédible. Dans un premier scénario, la stabilisation progressive. Les enquêtes aboutissent à des procès publics, les responsabilités sont établies et les procédures d'affectation militaire sont révisées. Les audits économiques clarifient les contrats suspendus, ce qui permet une reprise graduelle de l'investissement. La mobilisation citoyenne se transforme en mécanisme de suivi, moins visible mais plus régulier. Dans ce cadre, la décision prise durant la nuit sert de point d'ancrage à une reconstruction institutionnelle patiente où la confiance se réinstalle sans euphorie durable. Dans un deuxième scénario, le blocage institutionnel.
L'élan populaire retombe, tandis que les structures administratives résistent au changement. Les procès s'éternisent, la transparence annoncée se heurte à l'opacité bureaucratique, et la fatigue civique s'installe. Les citoyens mobilisés se sentent dépossédés, les élites se crispent, et le souvenir de la nuit devient un récit figé plutôt qu'un moteur. Dans cette configuration, le système survit, mais l'occasion de réformes profondes se dilue dans l'inertie. Dans un troisième scénario, la résurgence des réseaux souterrains. Des acteurs internes et externes, ébranlés mais non neutralisés, se réorganisent. Des campagnes de désinformation minent la confiance. Des poches de loyauté ambiguës persistent et des tensions localisées apparaissent. Le risque n'est pas un choc frontal, mais une érosion lente de la légitimité. Un nouveau coup, plus discret et plus légaliste, redevient pensable. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres conditionnels. Si la vigilance citoyenne se mue en procédure, alors la stabilisation est plausible. Si elle s'épuise sans relais institutionnel, alors le blocage gagne. Si les zones grises ne sont pas traitées, alors la résurgence menace. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de choisir un récit, mais de créer les conditions qui rendent le premier scénario plus robuste que les autres. Pour le citoyen engagé, l'épisode change la définition de la participation. La nuit montre qu'une vigilance diffuse peut produire un effet réel, mais elle rappelle aussi ses limites. Sans relais institutionnel, l'énergie s'épuise. Le message implicite est clair. L'action ponctuelle gagne du temps, l'organisation quotidienne gagne l'avenir. Forums locaux, demandes d'informations, suivi des décisions deviennent alors des leviers plus discrets, mais plus durables. Pour les travailleurs et les entrepreneurs, l'impact est plus pragmatique. L'instabilité perçue freine l'investissement, tandis que la clarification des règles peut le relancer. La leçon est double. La confiance ne repose pas uniquement sur la sécurité physique, mais sur la prévisibilité des procédures. Quand les audits sont transparents et les contrats lisibles, le risque diminue. À défaut, même une victoire politique nourrit l'attentisme économique. Du côté des jeunes, la nuit agit comme un révélateur. Elle montre que l'histoire n'est pas figée et que l'engagement collectif peut infléchir des trajectoires. Mais elle pose aussi une exigence, transformer l'enthousiasme en compétence civique, en compréhension des mécanismes publics, en capacité à demander des comptes sans se lasser. L'inspiration seule ne suffit pas. Pour les acteurs régionaux et observateurs extérieurs, l'événement invite à revoir les grilles de lecture. Il ne s'agit pas d'un modèle exportable clé en main, mais d'un cas où la cohésion sociale a compensé une faille temporaire. La prudence s'impose. Ce qui fonctionne sous contrainte extrême peut devenir contre-productif s'il est ritualisé sans cadre. À ce stade, le lien avec le spectateur se resserre. La question n'est plus de juger une nuit exceptionnelle, mais d'identifier sa place dans le quotidien. Chacun, selon sa position, dispose d'une marge d'action limitée mais réelle. La valeur de l'épisode dépendra de la capacité collective à passer de l'exception au processus, de l'émotion au suivi, du symbole à la règle. La première étape concerne la clarification des responsabilités. Les enquêtes doivent être menées à terme, avec des procédures publiques, des charges explicitées et des décisions motivées. L'objectif n'est pas la sanction spectaculaire, mais la restauration d'une chaîne de responsabilité lisible. On pourra le mesurer par délai judiciaire, publié et accès aux audiences clés. La deuxième étape vise la sécurisation des affectations sensibles. Les manipulations par faux ordre ont révélé une faille précise. La réponse consiste à revoir les rotations, à croiser les validations et à journaliser les décisions critiques. La responsabilité opérationnelle revient à état-major et inspection indépendante. Le calendrier prévoit un rythme trimestriel. On pourra le mesurer par audit interne et rapport de conformité. Troisièmement, il faut institutionnaliser la vigilance citoyenne sans la militariser. Des mécanismes de participation réguliers, locaux et nationaux, permettent de canaliser l'énergie observée. La responsabilité revient à collectivités, société civile, médiateurs. Le calendrier prévoit des réunions mensuelles. On pourra le mesurer par taux de participation et suivi des recommandations. Quatrièmement, la transparence économique doit devenir opérante. Les contrats suspendus sont audités selon des critères publiés avec des échéances claires.
La responsabilité revient à autorité de régulation et auditeur externe. Le calendrier prévoit des fenêtres de 6 mois. On pourra le mesurer par publication des conclusions et plans correctifs. Enfin, la formation civique et professionnelle renforce le lien entre forces armées et société. Des modules communs rappellent les rôles, les limites et les procédures en crise. La responsabilité revient à ministères compétents et partenaires éducatifs. Le calendrier prévoit des cycles semestriels. On pourra le mesurer par évaluation indépendante. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de risque. Elle vise la réduction des angles morts révélés par la nuit. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est d'orchestrer ces étapes sans confondre vitesse et précipitation, ni participation et substitution. La réussite dépendra de la cohérence entre décision, calendrier et indicateur, bien plus que de l'intensité du souvenir. Au lever du jour, l'image change. Devant le monument érigé pour les civils tombés cette nuit-là, Ibrahim Traoré se tient en silence. Les noms gravés ne racontent pas une bataille gagnée, mais un choix collectif. Ces femmes et ces hommes n'ont pas agi pour sauver un président. Ils ont agi pour défendre une idée simple, celle d'un pays qui appartient à ceux qui l'habitent. Le geste est sobre, presque ordinaire, et c'est précisément ce qui lui donne son poids. Ce rappel ferme la boucle ouverte plus tôt. Les visages entrevus dans la cour, les appels passés dans l'urgence, les minutes gagnées au prix de l'audace, tout converge vers ce point fixe, la responsabilité. La nuit a montré ce que la cohésion peut accomplir sous contrainte extrême. Le jour impose une autre exigence, plus lente, moins spectaculaire, mais décisive. Transformer le courage ponctuel en règle commune, l'émotion en méthode, la solidarité en institution. Pour Ibrahim Traoré, le motif n'est pas celui du sauvetage personnel, mais celui d'un passage, d'un pouvoir retranché derrière des murs à un pouvoir obligé de répondre à une population consciente de sa force. Cette transition est fragile. Elle peut nourrir une confiance durable ou se dissoudre dans le rituel commémoratif. La phrase qui s'impose n'a rien d'héroïque. Une nuit peut révéler, seul le temps peut consolider. Le souvenir devient alors une boussole, pas un refuge. Reste à savoir comment chacun, au-delà de l'émotion, accepte de porter cette exigence dans la durée. La nuit de Ouagadougou a laissé plus qu'un récit marquant. Elle a déposé une question durable dans l'espace public. Si une mobilisation spontanée peut protéger un État en quelques heures, que faut-il pour qu'elle améliore cet État sur des années ? La réponse n'est ni héroïque, ni spectaculaire. Elle tient à des gestes répétés, à des règles suivies, à des comptes rendus exigés sans relâche. Pour les citoyens, l'appel est simple. Rester présent sans rester dans l'urgence. Participer aux mécanismes ouverts, demander des informations vérifiables, soutenir les espaces de dialogue quand ils produisent des résultats concrets. Pour les décideurs, le message est symétrique. Transformer la confiance accordée en procédure lisible, en calendrier tenu, en indicateur partagé. La légitimité née d'une nuit exceptionnelle ne se conserve que par la cohérence quotidienne. À l'échelle régionale et internationale, l'invitation est à la nuance. Observer sans projeter, accompagner sans instrumentaliser, évaluer sans réduire l'événement à un symbole commode. Le Burkina Faso n'est pas un cas d'école figée, mais un processus en cours exposé aux mêmes tensions que tout autre système en transformation. La question finale reste ouverte et elle vous concerne. Que devient une société après avoir découvert une fois qu'elle pouvait infléchir son destin ? La réponse ne se trouve pas dans un slogan, mais dans la manière dont chacun accepte de prolonger, ou non, l'exigence révélée cette nuit-là.